C'est cool, c'est bien d'avoir cherché à Bon, allez, je suis trop lent là. Faut mettre en x1,5. Il parle trop lentement ce garçon là. Et voilà. C'est tout. Bon, j'espère que vous avez aimé. On se revoit mercredi pour le prochain live. Et non, bien sûr, c'est une énorme blague. On continue. Alors, on s'arrête pas. Donc, on a ces rapports Meadows qui datent des années 70, qui proposent des formes de projection sur l'avenir par rapport à la situation du monde entre 1900 et 1970, qui donnent des résultats relativement différents, mais toutes, globalement, à une ou deux exceptions près, prédisent une forme d'effondrement de la société. Et après, les causes qui sont derrière l'effondrement sont différentes en fonction des hypothèses de base sur lesquelles on travaille. C'est comme s'il y avait déjà eu des effondrements locaux. Sauf que là, c'est un effondrement à l'échelle globale qu'ils essayent... Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très occidentalo-centré aussi dans l'approche Meadows. C'est vrai que ça, c'est un élément que je n'avais pas forcément vu analyser ou qui n'est pas forcément critiqué dans les retours que font les intellectuels dessus. Quand on parle d'effondrement du monde, en fait, c'est l'effondrement du monde économique des grandes puissances, quoi. C'est davantage l'idée que c'est le monde occidental qui s'effondre. Mais bon, comme tous les pays sont quand même globalement très interdépendants les uns des autres, c'est-à-dire que la chute occidentale va faire chuter le reste du monde dans une certaine mesure. L'effondrement n'est pas une chute brutale, mais une longue descente en escalier, elle a déjà commencé. Bah, Meadows, pas trop, quoi. Vous avez en fait 3 vidéos pour le moment qui ont été faites sur la thématique de la collapsologie. Le premier, c'était le react de la vidéo de la conf de Pablo Servigne. Donc j'ai fait une petite analyse de ça. Globalement, dans toutes les confs de collapsologues, vous avez un point Meadows à un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus une conférence ou une discussion avec un collapsologue dure longtemps, plus la probabilité qu'il y ait un graphique qui sorte des rapports Meadows apparaît. Ah oui, voilà, The Limit of Growth, elle est là, 1972. Les énergies non renouvelables qui chutent et qui entraînent avec cette chute une décroissance globale à la fois de la population, de l'économie, des services, des produits, de tout. Deuxième, c'était le react de notre ami Emmanuel Prados. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bah, il dit peu ou prou la même chose que l'ami Servigne en fait, hein. Peu ou prou. Alors il avait une approche un peu plus académique du sujet. Il avait beaucoup d'éléments de société, voilà, qu'il pouvait mettre en avant. Alors il y avait des choses qui nous avaient quand même beaucoup trigger, notamment ce fameux indice sur la liste des états défaillants. Alors là, le white gaze, bon bah vous l'avez dans ce concept je pense, hein. Bien sûr les états occidentaux qui se permettent de faire des listes des pays dangereux, des pays qui sont failed, qui sont en état d'échec, en fait état défaillant. Bon bref, ça nous avait bien trigger ça. En fait, bon, le fait qu'on ait identifié des pays à haute tension géopolitique, pourquoi pas, mais aussi le fait donc de s'en servir après coup. Alors bon, enfin je dis pourquoi pas, mais voilà, ça soulève aussi un tas de questions. Le fait après qu'on s'en serve comme argument pour dire c'est la fin du monde du coup, bon bref. Toujours pareil, c'est que en fait derrière l'argumentaire collapsologue, souvent on a une forme d'énumération de faits de société qui sont pas faux, mais c'est juste qu'en fait comme tout est négatif, bah tout laisse penser que ça va s'effondrer puisque toi-même tu vas tisser une conclusion très désastreuse de l'avenir, quoi, en disant bah regardez tout ce qui va mal dans le monde, donc ça veut dire que c'est la fin. J'ai l'impression que beaucoup de la rhétorique collapso passe par ça, et là c'était le cas en tout cas avec la conf avec Emmanuel. Donc bref, il y avait des choses qui nous convainquaient plus que d'autres, pour le dire de manière positive. Ce que j'avais regretté aussi pendant cette conf, c'est qu'il donnait pas d'exemple des fois de certains modèles. Les 5 stades de l'effondrement, ça me trigger de fou parce qu'il a donné 0 exemple pour expliquer pourquoi ce modèle était viable et pourquoi c'est ce qui se passait quand les sociétés s'effondraient. En gros, les 5 stades de l'effondrement, c'est quoi? C'est 5 étapes que doivent nécessairement suivre les sociétés lorsqu'elles s'effondrent. C'est-à-dire que c'est vraiment un ordre chronologique, hein. Lui défendait en tout cas l'idée d'un ordre chronologique. Donc avec d'abord un effondrement financier, into commercial, into politique, into social, into culturel. Alors là déjà, on peut même débattre sur c'est quoi la différence entre un effondrement culturel et social. Qu'est-ce que tu mets derrière? Pareil, politique, c'est méga large. Ça veut dire quoi un effondrement politique? Bon, bref. Donc un autre élément critique sur lequel on a passé beaucoup de temps, hein, c'est quand même se rendre compte qu'il y a des modèles qui sont mal explicités, qui sont un peu évasifs, qui ont l'air de parler à tout le monde. Et personnellement, je trouve que ça relève de l'effet Barnum. Donc voilà, moi ce que je trouve qui manquait, c'était mieux défendre ces modèles en expliquant pourquoi ça marchait aussi bien selon lui. Et après, parmi tous les éléments, toutes les énumérations d'éléments négatifs, lesquels sont vraiment
des signaux, on va dire, d'un effondrement en cours, et lesquels, au contraire, peuvent être quelque peu nuancés et décorrélés d'une forme d'effondrement, ou du moins, on pourrait se dire, bah, c'est des problèmes, oui, de société, mais ne penchant pas autant dans la balance que ça quand il s'agit de l'effondrement, quoi. Bref. Et enfin, dernière vidéo qu'on a fait, bah là c'était sur les modèles Midos à proprement parler. Donc c'était un site de je ne sais plus quel organisme qui avait publié un article en 2023 qui justement revenait sur ce que sont les modèles Midos, comment ils se sont construits et qu'est-ce qu'ils disent sur l'avenir des sociétés. Donc il n'y avait rien de très très nouveau honnêtement dans cet article. C'est juste que ça nous permettait d'avoir une petite base sur ce que sont les modèles Midos. Voilà, en expliquant que en fait, malgré le fait que les modèles datent des années 70, les projections restent quand même très proches de ce qu'on vit actuellement. Et c'est ça qui est assez fou, c'est les fameux scénarios BAU, donc Business as Usual. Ils marchent globalement très bien pour embrasser les courbes de données qu'on a jusqu'à maintenant, quoi. Donc suite à ce petit react d'une heure sur l'introduction à ce que sont les modèles Midos, et ce qu'ils disent de manière très grossière, suite à ça, eh ben, je vous propose aujourd'hui un approfondissement avec en particulier un accent mis sur une recalibration du modèle. Donc c'est en fait tout simplement se servir de l'ancien modèle mais qui a été recalibré, c'est-à-dire il a été remodifié au regard des dernières données qui concernent l'humanité. Alors c'est quoi les données ? Bah justement c'est tout ce qu'essaye de prédire le modèle, c'est-à-dire la population, l'évolution de la population, l'évolution de la production industrielle, l'évolution de la production des services, l'évolution de la pollution, l'évolution des ressources non renouvelables. Il y en a d'autres aussi, mais principalement c'est ça. Et je vous dis pas bien sûr ce qu'ils y découvrent, parce que je vais pas vous dire. Je vais pas vous spoiler sinon vous allez partir. Je vais pas vous donner la réponse tout de suite, ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé une dinguerie par contre. Tu sais s'il y a eu des critiques de Midos 2023 publiées et peer-reviewed ? Oui, je le sais parce que c'est exactement dans l'article qu'on va aborder ici. Dans Reviews and Critiques, ils donnent d'autres papiers qui font la critique de Midos, quoi. Le problème c'est qu'ils l'étayent pas.